Je signale, j'embarque dans cette présentation la dernière partie, une contribution de Christophe Calvin sur le European Open Science Cloud qu'on trouvait intéressante de vous montrer. J'en appelle à votre indulgence par avance concernant le caractère un peu hétéroclite sans doute de mes supports de cette présentation, tant graphiquement, c'est une vraie mosaïque de sources que j'ai recollé un peu vite, et au niveau du langage également, un joyeux mélange français-anglais, mais parfois on ne sait plus comment faire pour s'en sortir, donc je vous prie d'excuser par avance de ceci, en espérant que ce sera par ailleurs compréhensible, et je bénéficie largement des trois orateurs précédents qui chacun à leur manière ont très bien situé de nombreux éléments de contexte, tant scientifique que un peu plus politique, et donc ils seront précieux pour redire, rééclairer les choses peut-être un peu autrement sur cette présentation. En deux parties très simples. 2012-2016, un petit rapport d'étape sur ce qui s'est passé, disons, dans le cadre d'Horizon 2020 et pour le HPC, étendu un peu au Big Data. Et puis ensuite un flash, un éclairage sur les communications de la Commission, on va dire avril 2016, et ce qui est en train de se passer. Alors en effet, en sortant de cette présentation, vous aurez normalement appris tout un tas de nouveaux jolis sigles. Voilà, alors vous avez 10 secondes pour les mémoriser. Par rapport à la dernière fois, il y en a quelques-uns de plus qu'on n'avait pas forcément évoqués ou qui sont apparus depuis un an. Voilà. Alors, première partie, on regarde ce qui s'est passé depuis le 2012. On vit aujourd'hui sur l'acquis et la lancée de cette communication de la Commission. C'était l'équipe précédente, avec Nelly Kroes notamment. Et ils avaient publié un package, c'est comme ça que ça se passe en général, de communication en 2012, qui, si on doit le résumer, disait en Europe, il s'agirait d'avoir un accès indépendant ou plus indépendant aux technologies calcul haute performance, ainsi qu'ensuite aux systèmes, ressources et services associés. La grosse nouveauté, c'était de mettre la chaîne complète en perspective et en tirant vers l'amont et les technologies qui étaient précédemment pas prises en considération. Ça a donné lieu à un programme un petit peu panoramique qui a embarqué Price, qui préexistait depuis 2010, donc a continué et qui, comme Philippe l'a fort bien expliqué juste précédemment, est en train de se renouveler. Pour l'aspect infrastructure, et ont été ajoutés un fort soutien aux aspects technologie, donc en amont, si l'on veut, dans la chaîne de valeur, et application en aval. Donc ça prend la forme de ce qu'on avait déjà expliqué, je le rappelle juste ici, on l'avait déjà expliqué précédemment, ce qu'on appelle un partenariat public-privé. En réalité, c'est plus ce qu'on appelle, et en pratique, un dialogue structuré entre la Commission et des représentants des différentes parties de l'écosystème, des parties prenantes. Donc en pratique aujourd'hui, c'est l'association ETP for HPC d'une part, et maintenant les centres d'excellence financés par la Commission européenne sur les applications du calcul scientifique. Et ça, c'est une dotation provisionnée de 700 millions financement de la Commission 2014-2020, 700 millions d'euros, et dans l'idée que ça soit abondé, complété par les investissements propres des participants au projet, industriels bien sûr, et recherche dans une certaine mesure. À ça, on peut ajouter qu'un petit peu après le partenariat public-privé HPC, il y a eu quelque chose d'équivalent défini au niveau des Big Data, ça s'appelle Big Data PPP, porté. L'homologue de l'ETP, c'est le Big Data Value Association, qui a une démarche semblable et peut-être plus axée sur les services et le développement de business en sens Big Data que sur les technologies. Dans le fond, c'est quand même assez complémentaire et on se parle. Et ils auraient une dotation de 500 millions dans le programme Horizon 2020, tel que défini en 2012, 13, etc. Donc comment ça marche en pratique, pour rappeler la dynamique, ben ça c'est du rappel. Alors l'ETP, mais pas seulement, tous les autres partenaires, et on travaille de mieux en mieux, je pense, tous ensemble. Donc c'est Price, c'est les centres d'excellence, c'est les gens des Big Data. Ce sont des initiatives, actions comme ESI, EXICR, etc. Tout le monde travaille, réfléchit, produit. Alors l'ETP, le roadmap de l'ETP est une production importante. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est un des pivots, on va dire, et accompagné d'autres productions de tous ces gens-là. C'est soumis à la Commission. Le fameux PPP est un cadre de dialogue. On se voit 2 fois par an formellement avec la Commission pour en parler. Eux, ça leur plaît, ils adoptent, ils transforment en appel à projet, ils mettent les financements dans l'enveloppe de 700 millions cités, et ils rythment ça avec les instruments et les séquences Horizon 2020. Voilà. Ce qu'on appelle des work programmes. Et donc voilà, les fameux 3 piliers sont là, et ce que ça permet de faire, c'est d'irriguer. Sur la recherche technologique, là, c'est les fameux 19 premiers projets qui ont été sélectionnés il y a maintenant plus d'un an et demi. Et puis sur les centres d'excellence, à peu près en même temps, c'était 8
projet et un 9e qui vient d'être rattrapé en quelque sorte sur la médecine computationnelle, le compte Biomed, qui en fait donc, qui porte à 9 le nombre de ces centres d'excellence. Voilà. Donc c'est le paysage général et la dynamique de la chose, et on reboucle à chaque phase d'horizon 2020, puisque ça fonctionne en 3 phases. Les work programmes, il y en a 3, ce qui est assez raisonnable, hein, c'est 2 ans, 2 ans, 3 ans sur les 7 ans nominaux du financement dans ce programme cadre. Donc le 2014-2015, ben, c'est ce qu'on vient de dire, a donné lieu à ces projets, et la dotation était d'environ 100 plus 40 millions d'euros, respectivement techno, coordination et les applications. Et puis ça tourne, c'est en train de fonctionner, c'est un mi-parcours du projet. Ensuite, le deuxième round de financement, les appels ont été ouverts, enfin définis il y a un certain temps. C'est pas tant d'argent que ça cette fois-ci, bon, j'en redirai un mot. Et le gros de l'argent finalement devrait ensuite être redistribué pour essayer de ramasser tous les efforts de R&D préliminaires sur la 3e phase de 2018-2020 de ce programme. Et ça, c'est en pleine discussion ces jours-ci, ces semaines-ci, avec la Commission pour arriver à mettre en place quelque chose mieux l'année prochaine, mais il faut prendre de l'avance avant que ça se transforme en appel à projet à partir de l'automne prochain, typiquement. Alors, très bref flash, retour rapide sur ces 3 phases programme. Alors, celui qui tourne en ce moment, le 2014-2015, bon, bah là... on a des stats, il y a un rapport qui va sortir, enfin j'ai à peu près terminé un rapport sur ces étapes-là avec la Commission, donc on va voir ce que la Commission en fait si on le publie, mais il y a beaucoup de stats dedans. Bon, parmi ces stats, il y a les nombres de projets, la pression de demande. Alors c'était pas d'une très haute sélectivité, vous voyez, il y avait 80 projets pour une vingtaine de retenues sur la partie technologie, faite HPC. Bon, à la fin, il y aura plus de détails disponibles sur comment tout ça a été alloué, etc. Ce que je note juste sur cette petite statistique, c'est qu'on est dans le pilier 1 d'Horizon 2020, c'est-à-dire ce qui s'appelle Excellence in Science, c'est-à-dire c'est très recherche, assez amont. Le FET en particulier, le programme FET, le Future and Emerging Technologies, est réputé, enfin en général c'est des programmes assez amont. Le HPC est un peu hybride, hein, parce qu'il faut un peu d'amont, mais il faut aussi que ça aille vers l'aval, sinon le HPC, bon, c'est pas... C'est des computer science, c'est pour fabriquer des ordinateurs qui marchent à la fin, c'est pas juste pour faire des recherches sur des méthodes amont. Donc il faut que ça percole un peu dans l'industrie. Donc ce qu'on observe avec bonheur, c'est que en termes de fraction de participants et en termes de fraction de financement, alors évidemment les organismes universitaires académiques et les RTO, enfin les organismes de recherche technologique restent prépondérants, près de 70%. Mais on voit quand même, il y a une fraction non négligeable de PME et d'industriels plus grands qui participent. Et ça, c'est bénéfique, hein, et c'est plutôt bon pour ce type de profil de projet. C'est ce qu'on voulait, c'est même en deçà ce qu'on voulait, mais ça va dans le bon sens de mieux faire travailler ensemble PME, industriels et organismes de recherche en Europe. Voilà. Et pour terminer cette tranche 14-15, je me dois de signaler cette action de coordination, hein, comme ça s'appelle dans le vocabulaire européen. C'est un financement de 2 millions, 2 millions et demi, qui sert à coordonner les différents compartiments du jeu. Hein. Le European Extreme Data and Computing Initiative a passé sa première année. Une revue de projet très productive et appréciée s'est passée le 11 octobre 2016. Donc les retours sont positifs. Ça veut dire que les acteurs de ce projet travaillent bien ensemble. Donc c'est des gens de presse, de l'ETP, plus une vingtaine d'autres organismes. Ça implique des acteurs des 3 piliers, hein, vraiment technologie, infrastructure, application. Ça fonctionne bien, c'est apprécié de la Commission, et je pense qu'on peut vraiment mesurer un réel progrès dans l'esprit communautaire depuis 2012 à cet égard. Donc des productions de XDCI, c'est par exemple cette semaine européenne du HPC en mai 2016, la prochaine en mai 2017, qui a été un très grand succès avec des représentants de toutes les parties prenantes. La production de la roadmap de l'ETP a été soutenue par XDCI, et là il y a des choses sur les roadmaps applications qui sont en train de se préparer. Et puis, il y a aussi une dimension liaison internationale, par exemple l'organisation du workshop BEDEC Europe, qui a très bien fonctionné également en juin à Francfort. Et en cours, sous l'égide du professeur Bodin, des recommandations globales, puisque c'est le travail final de XDCI, de faire une synthèse un petit peu du paysage et de recommandations un petit peu stratégico-technico-politiques envers la Commission, et de participer au mouvement général que j'ai décrit précédemment. Deuxième tranche, le Work Programme 2016-2017, peu de choses à en dire. Alors là, les trois morceaux de financement, ils ont été échelonnés. Un à 2016 a donné... Alors la partie vraiment technologique du soutien de la R&D, ça a été un appel à projet de 40 millions qui s'est
qui a été clos en 2016. Donc là, les projets sont en cours d'évaluation. Donc on ne peut rien dire de plus. De toute façon, j'en sais pas plus. Là, l'idée, c'est que c'est pas beaucoup, c'est 40 millions, mais ça serait l'équivalent des environ 10 projets technologiques du round précédent. Et là, on peut dire que la Commission a entendu ce que le TP a dit. On a dit, attendez, il faut moins fragmenter. Donc, ils vont favoriser moins de projets, mais un peu plus gros. C'est-à-dire au lieu de projets de 4 à 8 millions, ce qui est tout petit pour faire un peu de recherche en architecture, voire un peu de hardware, là, ils essaieraient de retenir des projets qui pourraient atteindre 10, 15, éventuellement à s'approcher des 20 millions. C'est vrai, il n'y en aura pas beaucoup. Mais on espère qu'ils seront bien choisis, qu'ils auront plus d'impact. Ensuite, il y aura un call équivalent des parties logicielles, enfin la partie vraiment logicielle. Autant la première partie, le mot-clé c'est co-design, la deuxième partie c'est plutôt transition exascale au sens tout le support logiciel, la pile, etc. Les 40 millions, c'est uniquement en septembre prochain, donc dans près d'un an que le call sera fermé, et il y aura à ce moment-là renouvellement d'action de coordination. Et enfin, on prépare, c'est ce que je dis en ce moment, le work programme pour le reste du financement, donc c'est en plein boom là. Donc là-dedans, à part continuer le soutien à la R&D tant technologique, matériel que logiciel au sens qu'on vient de décrire, il y a un effort de dire il y a une tentative de définir un concept d'intégration de ces résultats de recherche à travers ce qu'on appelle les démonstrateurs à grande échelle. Donc l'idée, c'est de faire travailler ensemble un site d'accueil qui a l'expérience du prototypage, de la veille techno, etc. Un grand centre de calcul, typiquement comme on en connaît certains dans Price, les fournisseurs de technologie, composants ou systémiers, et les gens qui ont des applications, par exemple les centres d'excellence, et ensemble, ils essayent de définir un concept qui intègre le mieux possible les technologies développées dans la R&D antérieure, financée par Horizon 2020, et qui a fonctionné ou qui est prometteuse. C'est un exercice assez difficile, original, parce que c'est très bottom-up, et bon, on va voir si ça fonctionne, mais la commission y croit, donc on essaie de le mettre en place du mieux possible avec eux, dans cette perspective-là. On consulte aussi, on parle de plus en plus avec les gens du Big Data Value, pour établir les bons profils d'application et suggérer, ça pourrait être 4 projets d'une certaine ambition, d'un financement, bon, disons, un peu plus ambitieux encore que les projets à 10-20 millions qu'on a eu jusque-là. À suivre. Alors, les centres d'excellence peuvent également vous préoccuper, puisque les 9 aujourd'hui qu'on a se répartissent sur certaines thématiques parfois redondantes. Donc la Commission a clairement, dans les discussions qu'on a encore avec eux, avec les centres d'excellence, etc., clairement fait savoir qu'ils voulaient rationaliser un peu, donc ils ne veulent retenir que quelques thèmes et rationaliser. Là où il y a des redondances entre les centres d'excellence actuels, ils voudraient rationaliser ça. Bon, alors, je le dis, c'est parfaitement neutre, hein, mais par exemple, il y a une richesse de centres d'excellence sur les thèmes matériaux. Aujourd'hui, une multiplicité, il y en a 2, 3, 3,5 peut-être sur les matériaux, donc on sent bien quelque part, on va leur demander de se mettre plus ensemble d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, la Commission voudrait compléter par des sujets qui sembleraient manquants dans la panoplie actuelle, puisqu'il y a énergie, il y a matériaux, il y a de la médecine maintenant, enfin computationnelle, il y a de l'ingénierie. Bon, ils voudraient un peu compléter la panoplie après cette analysation, et puis refinancer. Il y a eu 40 millions jusque-là, donc là, ils seraient prêts à mettre certainement 70 millions pour les 3 ans qui suivront, qui nous emmèneraient jusqu'à l'aube du framework programme 9, puisque Horizon 2020, c'est un framework programme 8, en quelque sorte. Voilà ce que je peux vous dire sur ces aspects. Conclusion partielle pour la première partie. Alors, moi je dirais même une excellente dynamique, vraiment une construction, un esprit communautaire. Les gens se parlent de manière différente et bien plus productive entre les gens des applications, les scientifiques, les gens des infrastructures, les fournisseurs technologiques, beaucoup plus et beaucoup mieux qu'il y a 3-4 ans. Ça, c'est indéniable. Et bon, le XDCI a vraiment contribué à parachever ça, mais c'est très agréable. Bon. Ensuite, je l'ai dit, il y a des interactions accrues industrie-recherche au niveau de la R&D qui est appréciable. On développe, on a mis du temps, mais ça commence à vraiment décoller, des interactions accrues entre l'ETP, qui vient plutôt du monde du calcul intensif, mais qui a élargi le point de vue, et le BDVA, qui vient beaucoup du service et du business, Big Data, avec des grands acteurs européens du domaine, et qui s'intéressent moins aux techno, donc on essaie de conjuguer nos efforts, et ça avance pas mal en ce moment. Et comme il y a 2 PPP, on peut essayer de faire les choses intelligemment. Et voilà. Donc, quand même, avant de passer à la suite, je vais faire une petite incursion sans ouvrir la boîte de Pandore, financement infrastructure par la Commission, parce que ça pourrait être un long débat, compliqué. Je voudrais juste signaler une action. Il y a des signes prometteurs. Après, on verra le grand paysage. D'ailleurs, je ne sais pas forcément conclure aujourd'hui sur les nouveaux projets, le grand paysage, IPCEI, etc. Hein, on en parlera, mais bon, tout n'est pas défini. Donc on verra à l'avenir, etc., ce qu'on peut et ce qu'il faut faire. Philippe Lavocat en a très bien parlé au niveau national. Je voudrais quand même signaler un signe intéressant, c'est que la Commission
a mis en place un projet récemment qui s'appelle un PPI, Public Procurement for Innovative Solutions, doté de 26 millions, qui est une espèce de projet pilote pour voir comment on peut se mettre éventuellement en cofinancement à 35% pour acheter des machines entre plusieurs acteurs de plusieurs pays européens. Donc là, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Le projet, l'appel à projet a été clos en septembre. Donc voilà, il y a peut-être eu des projets de déposés, on verra. Mais bon, on a essayé de participer un petit peu à ça, donc à suivre. Et ça, c'est un prémisse intéressant de comment les acteurs européens peuvent se mettre ensemble, un peu plus ensemble, on va dire, pour commencer à esquisser qu'est-ce que ça pourrait être de l'achat cofinancé, défini conjointement, exécuté plus ou moins conjointement au niveau européen de systèmes HPC. À suivre. Deuxième partie. Où en sommes-nous et qu'est-ce qui s'est passé au printemps 2016? Alors les prémices, et je ne commenterai pas les grands discours politiques, il y a eu tout un tas de discours, d'annonces, tout un préchauffage en quelque sorte, par les directeurs comme Viola, DG Connect, ou les commissaires, y compris le président Juncker, sur le HPC c'est important, mais remis en perspective de quelque chose de plus vaste, qui est effectivement toute l'économie de la donnée, du numérique. L'enveloppe générale, c'est ce fameux Digital Single Market. Donc ça, en pratique, la nouvelle équipe de la Commission a mis un peu de temps après son élection pour construire ça, mais ça y est, on a eu un package en avril 2016 avec des communications qui amplifient, complètent, reprennent la communication, la fameuse de 2012, sur le HPC. Et là, c'est un paysage bien plus vaste, donc je vais essayer de donner 2-3 éclairages là-dessus rapidement. Donc le papier central, c'est celui-là, c'est ce qui s'appelle le European Cloud Initiative, ça fait 13 pages, c'est très facile à trouver sur le web, ça se lit assez bien en fait, je pense. Maintenant, si vous êtes curieux, je vous ai mis, et vous aurez les planches, le package complet de ces communications dont les versions finales sont sorties le 19 avril. Donc, le European Cloud Initiative, il y a son annexe où il y a des tas de trucs, c'est pas mal fait, c'est très intéressant, enfin c'est assez bien fait, c'est bourré de tas de choses très intéressantes si on le lit. Bon, celui-là fait 60 pages, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a l'annexe sur le quantique, alors j'en dirai un mot, mais justement les technologies quantiques sont pas du tout oubliées, bien au contraire, là, elles sont remises en valeur pour des visions un peu plus long terme, on va dire. Puis il y a d'autres choses plus générales sur le Digital European Industry, qui est le premier cercle élargi de vision autour du European Cloud Initiative, et puis le Digital Single Market plus généralement, et puis tous les aspects, le fameux troisième pilier qu'on montrera, qui est de développer des services numériques de haute qualité, calcul et données, pour la recherche, pour l'industrie, voire pour les services publics européens. Donc là, tout ça est très documenté. Et moi, je trouve que ce n'est pas que soporifique. Il y a vraiment des choses excellentes là-dedans. Et comme disait très bien Laurent Crouzet, fortement structurantes. Je confirme. Alors, ça, je vous conseille, si vous voulez comprendre in a nutshell, le ECI, le European Cloud Initiative, cette page web, enfin ces 2 pages de la Commission, et je trouve extrêmement bien faite. Tout est dedans. Donc on pourrait le commenter rapidement, mais je vais le faire plutôt sur 2-3 petits schémas. Donc ça dit en gros, ils veulent développer un concept un peu mieux fédéré, mieux unifié d'accès généralisé à des services de calcul et de données, au profit des scientifiques, de l'industrie, voire des services publics, le e-government. Et le concept, c'est qu'il y aura une grande interface utilisateur, là c'est un concept, mais on va voir comment il commence à prendre forme, qui s'appellerait le European Open Science Cloud, ça c'est la partie pour les scientifiques. Après, en dessous, le European Data Infrastructure, c'est le réseau des centres de calcul, alors HPC, ou moins HPC plus données, ou hybride. Enfin, c'est un certain nombre de nœuds physiques, là c'est vraiment des infrastructures au sens physique du terme, existantes pour la plupart, peut-être certaines à compléter, qui seraient reliées par du réseau qu'il faut certainement également faire évoluer, en bande passante, etc. Et on essaie de construire un paysage disons plus unifié, plus fédéré, plus ambitieux, et qui vraiment prend en compte les notions de data au sens stratégique, au sens politique, au sens économique du terme, et en s'élargissant vers une vision aussi industrielle. Bon. Alors, ce qui est agréable dans ce papier, c'est qu'un tiers de cette courte communication, qui est le chapeau des documents que j'ai cités précédemment, fait une très belle part au calcul intensif. Ce qu'il dit, c'est que c'est un socle et un fer de lance, le HPC en notre sens, ici au RAP, de toutes ces approches-là. Bien sûr, ça ne traite pas tout, ça ne fait pas tout, et ce n'est pas que ça.
mais c'est un socle stratégique dur, incompressible, qu'il faut maîtriser pour tirer tout vers le haut et assurer les fondements d'une meilleure indépendance un peu technologique et stratégique. Voilà. Et compléter du quantique, qui est une vision un peu plus long terme, et ça c'est assez bien expliqué, voire très bien expliqué dans le papier. Pour eux, les technologies quantiques, c'est d'abord pour les communications, ensuite certainement pour les capteurs, etc., ou à rapprocher de l'Internet of Things si l'on veut, et peut-être après, si ça marche, ça pourrait aller vers du calcul quantique, mais c'est sûrement pas l'étape la plus productive immédiatement des recherches quantiques, mais ça fait partie du package qu'ils essayent de soutenir à hauteur en gros d'1 milliard hein, quand même. Bon. Et le financement, alors là j'en dirais pas grand chose. Les chiffres soit ils font rêver, soit ils font peur, soit ils donnent le vertige, mais ils estiment que ce gros machin ça coûterait 6 à 7 milliards d'euros. Là-dedans, l'horizon 2020, s'ils prennent toutes les actions, j'ai cité les 700 millions du HPC, les 500 du Big Data, ça fait déjà 1,2. On rajoute des petites choses, on arrive à 2. Ça, c'est déjà plus ou moins fléché, donc ils ne le remettent pas en cause, bien au contraire. Le restant doit venir des États membres qui mettraient des projets en place où ils contribueraient, ils s'aligneraient avec l'Europe ou entre eux, et puis de l'industrie qui doit co-investir. Voilà. Donc c'est déjà un peu le cas dans les projets faits HPC, mais ça devrait être amplifié éventuellement dans d'autres types de projets ou d'instruments. Donc voilà ce que ça dit, en gros, cette communication. Alors, on redit la même chose graphiquement. Alors, j'aime bien ce schéma, hein. C'est une slide qui circule depuis quelques temps là, dans le milieu. Elle est très bien. Elle explique tout. Vous voyez, là, il faut mettre une infrastructure avec comme aujourd'hui, on a déjà Prace, c'est des tas d'infrastructures de données. C'est un peu fragmenté. Il faut un peu mieux les mettre en perspective. Il faut améliorer les réseaux. En spécialiser peut-être en calcul, d'autres en données, etc. Il faut faire quelque chose pour développer, disons, là où les interfaces de services améliorées pour les scientifiques. Et puis ensuite, un peu après, se pencher sur le cas de l'accès industriel également, alors sous des modalités qui sont à étudier, et peut-être encore un peu plus tard, à un horizon un petit peu plus lointain, le secteur public et les services, administration en général, devraient pouvoir en profiter. Voilà, donc ça c'est à peu près la même chose que ce qu'on a déjà dit. Bon, après si on veut détailler là-dedans, bon, effectivement les ambitions technologiques, alors ça c'est juste des extraits des papiers que j'ai cités avant, et si on les remet sur le schéma, ben, tout ça fait sens. Hein. Donc en gros... Bon, alors la technologie est bien présente et c'est là qu'ils insèrent le programme ambitieux de dire on veut vraiment essayer de revenir sur la scène des grands systèmes. On a de quoi faire avec des briques ou des acteurs européens, donc il faut les stimuler mieux, il faut se concentrer mieux là-dessus. Bon, il y a des idées d'éventuellement un grand centre de données européen, peut-être au Joint Research Center, enfin, etc. Le réseau n'est pas oublié. Bon, toute une réflexion, là j'ai pas le temps de détailler, mais également sur la philosophie des données, mais enfin on y reviendra dans les planches de Christophe juste dans 2 minutes, bon, etc. Et puis vient la fameuse IPCEI, là, cette espèce de nouvel objet dont je vais dire un mot juste après, qui donc s'inscrirait un peu ici, avec prise en charge du pilier techno en le faisant remonter vers les usages industriels. Voilà. Et donc le flagship technologie quantique, dont une partie computing, mais pas que, évidemment fait écho ici avec une vision plus moyen terme, long terme. Et l'idée, donc au niveau des technos, c'est clair de dire bon, il faut remonter un peu la pente de développement et diffusion des technologies en Europe, parce qu'on n'est pas assez efficace là-dessus, par rapport au reste du monde, même si on veut rester un marché ouvert, hein, globalement. Et là, il y a un constat de fragmentation des infrastructures et des usages qu'il faut essayer de corriger. C'est l'idée. Ça, c'est la version encore graphique que j'ai empruntée à un collègue, etc., mais qui dit encore la même chose, hein, et je répète, l'idée c'est d'avoir, en fonction de ce qui existe déjà ou de choses à compléter, le nuage, c'est juste la fédération en réseau à la Prace étendue, si l'on veut, à la UDAT Prace combinée étendue, si l'on veut, projet donc existant déjà, c'est juste de généraliser, de remettre ça un petit peu plus en perspective globale. Voilà. Alors, l'IPCEI, ça sera bref parce qu'aujourd'hui c'est encore work in progress. Donc vous avez vu en novembre la publication de ce papier d'intention avec les 4 pays fondateurs sous la houlette du Luxembourg. Et ça avance. Donc l'IPCEI, en un mot, ça serait un complément, une manière alternative de voir le montage de certains types de projets pour dépasser des limitations en taille, pouvoir mixer des financements qui ne sont pas vraiment possibles aujourd'hui formellement entre ceux des États membres, ceux de la Commission, voire ceux de l'industrie, pour atteindre des masses critiques suffisantes d'action, de lever des verrous de réglementation de la concurrence qui sont quand même un peu des fois artificiels et rigides en Europe. Voilà, tout... Bon, là il y a une direction à niveau de l'Europe qui s'occupe de ça, qui discute avec l'IPCEI, et c'est ouvert aux États membres qui partageraient les objectifs. Donc l'idée c'est on est plus efficace en étant moins nombreux que les 28, et puis ensuite, vient qui veut, la porte est ouverte.
Donc l'idée, c'est que ce type PCI adresserait les questions liées aux technologies d'abord. C'est vraiment une nature industrielle de projet qui veut monter un gros projet fédérateur et beaucoup plus dans une logique top-down que le bottom-up de la recherche Horizon 2020, et d'irriguer, de mettre en place ce qui résulterait de ces travaux dans le European Data Infrastructure. Dans certains gros nœuds, typiquement, il y aura des gros moyens de calculer de données, au profit de la recherche, de l'industrie, etc., mais avec quand même une forte incitation à faire venir plus les applications industrielles, voilà, au niveau des usages. Voilà. Dernière sous-partie. Oui, oui, oui. Bon, ça, c'est la partie de Christophe qui restera, je pense, avec nous avoir mis, mais je trouvais très bonne. Alors, le commentaire plus particulier, si on revient sur le European Open Science School, qui doit intéresser beaucoup d'entre vous dans la salle, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a des tas de choses en Europe, il y a beaucoup de capacités, mais elles sont assez fragmentées. L'accès aux données peut être problématique parce qu'il y a une grande hétérogénéité ou difficulté ou manque de vision un peu standardisée de métadonnées qui rend que ce n'est pas facilement accessible et exploitable. Donc l'idée, c'est de l'IOSC, c'est quand même l'idée d'agir pour la partie donnée à ce niveau-là, de mieux utiliser ce qui existe, de mieux le fluidifier, en agissant avec des efforts d'incitation et de gouvernance et de standardisation qui soient, disons, légers. La Commission a bien compris qu'il ne faut pas faire trop d'usines à gaz a priori là-dessus. Alors pour ça, ils ont mis 3 calls en place, d'ores et présent, pardon, 3 appels à projets, de début de construction de ce concept European Open Science Cloud. Donc l'un vient de se terminer, et même le projet a été sélectionné, et 2 autres à venir en mars. Donc là, les détails figurent ici. Donc le premier projet qui a été accepté, ce qu'on appelle un pilote, et là c'est une fédération de plus de 30 partenaires, il y a des infrastructures de recherche, des organismes de recherche, des tas de gens, c'est porté par des Britanniques, c'est le STFC, c'est les gens d'Aylesbury, près de Manchester, le Science and Technology Facility Council. Ils ont 10 millions sur 2 ans. Alors c'est une espèce de preparatory phase où on demande de réfléchir justement à ce problème de prendre les infras existantes, voir comment mieux les faire se parler et combiner. En termes d'interopérabilité, on pourrait dire à la fois logiciel, les services et organisationnel. Un peu voir les principes qui pourraient être communs dans l'avenir à quelque chose de plus vaste. Et enfin, les 2 autres projets à venir. Là, c'est un peu téléguidé. IGI et EUDAT travaillent apparemment à une réponse groupée, unique, synthétique pour celui-ci qui vise, avec une autre tranche de financement, à étendre des services, un nouveau travail sur la dimension des services. Et là, il y aurait un autre appel par Yanmar où là, il mettrait plus l'accent sur des démonstrateurs Big Data. Donc tout ça, certains d'entre vous, certainement au fait, voire en train de participer, ou soit en participer d'ailleurs, le pilote IOSC, le CNRS est très présent, le CEA un petit peu, d'autres acteurs français, j'ai plus toute la liste en tête, donc certains d'entre vous sont certainement parfaitement courants, voire actifs, à part Christophe, je veux dire, et de même dans cela. Donc on voit que là, il y a toute une perspective quand même, un espoir, une volonté de meilleur rapprochement entre le high throughput et le high performance computing, et des choses qui vont dans le sens qui a été fort bien discuté, comme je le disais, par les 3 orateurs précédents. Donc là, il y a des signes positifs, mais enfin, ce sont les instruments et les méthodes et les approches de l'Europe, donc ça prend du temps de discussion, de construction, etc., à travers ces instruments. Voilà, je conclus. Alors, Horizon 2020, ça fonctionne pas mal, c'est une approche bottom-up de recherche, quand ça concerne le HPC ou les big data, qui sont deux branches pour le moment, mais qui se parlent. On a cette nouvelle approche qu'on peut vraiment qualifier de top-down, le European Cloud Initiative. On a une tentative d'approche top-down avec un focus plus industriel structurant sur la fabrication des grands objets qu'est l'IPCEI. Tout ça, c'est en progrès. La définition d'une dernier work programme pour dépenser les sous qui restent là-dedans. Ça, on vient d'en parler avec l'IOSC notamment, les projets financés en infra. Et puis là, l'IPCEI, ça travaille. Voilà. Mais il y a des choses, mais on ne s'est pas forcément encore abouti, à ma connaissance. Alors, quand je dis rendre consistante, c'est tous les sens du terme. Il faut que ça soit bien emboîté, et puis il faut que ça ait de la substance, et qu'on implémente ces choses-là maintenant pour de vrai. Je pense qu'il y a vraiment un début de vision ici. Bon là, c'est peut-être un peu technocratique cette vision, mais elle est indéniable. Il faut et maintenant réussir à essayer de la faire vivre. Voilà. Je me permets, avant les éventuelles questions, maintenant ou après, j'en profite. En plus, ma collègue Christine, elle est là, voilà. Christine organise sa traditionnelle journée du CCRT le 1er décembre 2016. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il faut juste venir dans le Hurepoix, Bruyères-le-Châtel. Il y a à manger, il y a à boire. Grand Challenge Cobalt, c'est notre belle machine de plus d'1,5 pétaflop entièrement dédiée aux usages industriels, et qui est copropriété du CEA et des partenaires industriels, fonctionne, et elle a donné lieu à une campagne de Grand Challenge, et voilà, ça sera restitué.
lors de cette journée.